Bonjour à tous, on se retrouve sur la chaîne Basket Session. Aujourd'hui, on va se lancer dans un exercice périlleux. On va faire une redraft. On a choisi la draft 2021, Shai. Pourquoi 2021? Parce qu'il y a plusieurs joueurs free agent protégés aujourd'hui. Ils se retrouvent bloqués. Ils sont toujours dans l'attente de leur prochain contrat. Des joueurs parmi lesquels on retrouve Cam Thomas, Josh Giddey, Quentin Grimes, etc. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que notamment dans ces négociations, si on prend le cas de Thomas, il se compare à d'autres joueurs un peu de leur classe de draft ou à d'autres joueurs des gens NBA, ils estiment leur niveau. Donc nous, on s'est dit, tiens, on va redrafter cette QV 2021, même si on n'est que 4 ans après. Donc il y a encore, on ne sait pas encore exactement que vont devenir tous ces joueurs, mais on se rend compte qu'il y a déjà pas mal de talent. Shai, juste, il faut qu'on pose une règle. Est-ce que tu veux qu'on draft sur le potentiel ou sur le joueur que sont chacun maintenant, dans l'optique de gagner le titre? Comment on fait? C'est une bonne question. Ça peut être quelque part par rapport à ce qu'on a déjà vu, parce que tu disais, bon, ça fait quand même 4 ans, donc on a vu des choses de chacun d'entre eux. Peut-être une sorte de mix des deux, le potentiel qu'on leur zone entrevoit. hybride, Zone hybride. Après, si tu veux faire un truc plus... Non, t'inquiète. On aurait dû fixer ça avant de lancer l'enregistrement, mais c'était marrant de le faire en direct. Non, on peut faire zone hybride. Du moment qu'on défend à la limite nos arguments. On va le défendre, on va dire je le prends là parce que avec ce que j'ai vu, je sais que ce sera... je suppose que ce sera tel joueur et qui sera devant celui-là, tu vois. Mais bon. J'ai fait une espèce de faux board. J'ai eu l'idée 5 minutes avant qu'on lance, grosso modo. Donc, il est possible qu'on soit un peu approximatif sur le board. Mais je te propose, plutôt que de faire un par un, on fasse chacun à chaque fois notre premier choix, notre deuxième choix, etc. Quelque chose comme ça. Mais tu peux quand même commencer pour le premier. Je me décharge de cette responsabilité. C'est pas un honneur que je te laisse, en fait. C'est juste je me décharge. Ah, tu trouves que c'est si compliqué que ça pour le premier? Moi, je trouve que c'est très compliqué pour le premier. Ah ouais, ouais. Je vais prendre celui qui me semble être celui qui ressemble le plus à un franchise player qui porte déjà une équipe, en fait. Après, sur la question du potentiel et du joueur qui vont devenir, c'est autre chose, mais moi, je prendrais Cade Cunningham, en fait. Okay. Je prendrais Cade Cunningham, donc ça change pas par rapport à la draft originale, par rapport à celle qui a vraiment existé. Parce qu'avec ce qu'on a vu à Détroit de lui la saison dernière, il s'est vraiment affirmé comme un All-Star, comme un joueur option numéro 1, franchise player, ce qui peut être le cas d'autres joueurs qui viendront après, on en parlera, mais j'ai trouvé vraiment qu'il avait le niveau actuel et potentiel d'un joueur incontournable, d'une star, capable de créer pour les autres, bon rebondeur, le mid-range a progressé, le tir à 3 points a également progressé. Moi, je pense que grâce à lui et autour de lui, ils peuvent construire une équipe super solide et il est la raison principale pour laquelle les fans des Pistons peuvent se réjouir après des années de galère et de dépression totale. Donc, moi, je mettrais Cade Cunningham en 1, presque autant sur ce qu'on a vu que sur le potentiel, même si je sais de qui on va parler après. Mais il est aussi tout en haut de ma liste, pour être honnête. J'ai aussi mis Cade Cunningham. Mais selon les critères, j'aurais pu adapter un petit peu. En fait, Cade Cunningham, je trouve c'est très bizarre. En fait, Cade Cunningham, pour moi, c'est un exemple de comment le public basket perçoit un joueur. C'est-à-dire que quand il était... Avant que Détroit décolle, je le trouvais fort. Tu vois, je le trouvais fort, mais j'avais l'impression qu'il était sous-estimé parce que justement Détroit était mauvais et qu'on ne se rendait pas assez compte de ses qualités. Et que maintenant que les Pistons ont fait une bonne saison, j'ai l'impression qu'on le voit plus beau que ce qu'il ne l'est vraiment, Cade Cunningham. Ce qui n'empêche pas le fait qu'il y a une vraie progression, etc. Tu vois, par exemple, il a fini 7e du vote pour le MVP. Moi, je trouve ça beaucoup trop haut. Cade Cunningham, l'an dernier, c'est pas l'un des meilleurs joueurs de la ligue, tu vois. Vraiment. C'est pas j'insiste, c'est pas l'un des 10 meilleurs joueurs de la ligue. Par contre, effectivement, il fait quand même une très grosse saison. Je peux donner ses stats. Il est à 26 points, 6 rebonds, 9 passes de moyenne. Faut pas oublier que les stats, c'est dur de comparer des stats d'un joueur à l'autre pour des joueurs qui sont pas du tout dans le même contexte. Par exemple, Tim Duncan aurait été en dessous de quasiment n'importe lequel de ses pairs pendant 15 ans et pourtant, c'était le meilleur joueur de la ligue ou l'un des meilleurs joueurs de la ligue. Et en playoff, il a quand même fait 25-8-8. L'adresse avait baissé évidemment, notamment à 3 points. Mais grosse saison de Cade Cunningham. Pareil que toi, en fait, sur les deux zones, je le mets un petit peu. Je le mets encore peut-être sur le potentiel, c'est plus délicat, mais on a quand même un meneur de quasiment 2 mètres qui est costaud, qui s'est créé, qui comprend de mieux en mieux ce qui se passe, qui est
je me souviens, il a été présenté quand il est arrivé en 1, genre ouais, on sait pas pour les qualités athlétiques. Encore une fois, les qualités athlétiques, c'est pas juste être aérien. Il est quand même puissant. Il y a beaucoup de choses qui vont bien. Donc, je l'ai mis aussi numéro 1 parce que c'est celui qui coche le plus de cases. C'est plus pour ça que je l'ai mis numéro 1. Si tu démarres une franchise demain, moi, si je démarre une franchise aujourd'hui, parce que je l'ai vu être option numéro 1, et que ça se passait bien. Alors, ça dépend de plein d'autres trucs. Hein. On a vu que les Pistons, avec une équipe qui avait certes été renforcée avec des vétérans, avait explosé par rapport à l'année précédente. Bah, moi, je trouve qu'il s'est affirmé et que quand il était sous-coté, comme tu dis, il y avait plein d'autres paramètres et l'évolution dépendait de lui. Et il a répondu, pour moi, totalement à la question. Après, maintenant, il faut confirmer, voir que c'est pas juste une saison, un feu de paille. Mais je pense qu'il a déjà apporté pas mal de réponses. Donc, ouais, moi, c'est mon 1 assez incontestable. Allez, pour mon 2, on a du coup le même 1. Pour mon 2, moi, j'ai quand même pris Evan Mobley. Oui. En 1, en fait, ça aurait été que sur le potentiel. Ou alors sur le côté, je veux tu vois, même si on m'avait dit démarre là une équipe avec ces joueurs-là, il faut gagner le titre cette saison, je ne sais pas si j'aurais pris Mobley. J'aurais pris Mobley si j'avais déjà eu un autre joueur meilleur, un autre meilleur joueur à côté. Tu vois, par exemple, si on me dit voilà, tu as Luka Doncic et maintenant démarre une équipe avec quel gars tu prends en 2, j'aurais pris Mobley avant Cade Cunningham. Mais s'il n'y a personne dans l'équipe, si la feuille est vide, l'effectif est vide, j'aurais quand même pris Cunningham devant Mobley aujourd'hui. Sur le potentiel, j'aurais aussi pris Cunningham devant, mais Mobley, j'écarte pas complètement ce monde où il se met à dépasser encore, ou à rattraper, à revenir sur les bases offensives. Où à un moment, tu vois, il a été comparé justement à ces gars-là, les Kevin Garnett, les Tim Duncan, c'est des comparaisons un peu faciles, de façon un peu rapide sur les postes 4, à Anthony Davis. Je ne lui imagine pas cette évolution, moi, offensive. Je l'ai déjà dit plusieurs fois. C'est un truc, je ne le vois pas vraiment complètement atteindre ce niveau, mais il y a encore de la marge et on est quand même sur un joueur très, 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 très fort. Donc pour moi, c'était encore le numéro 2. Il y a une question de contexte aussi, ce sera peut-être répondu plus tard, parce que Cunningham a eu l'opportunité d'avoir son équipe, entre guillemets, d'être vraiment le moteur de l'équipe offensif. Mobley, il joue dans une équipe où il y a d'autres joueurs qui aiment scorer, qui ont besoin de scorer. Donc, c'est quelque part, ça peut le desservir un peu dans cette draft-là. Mais ce qu'on a vu est déjà, c'est déjà exceptionnel. Il est défenseur de l'année. Très tôt, il a été parmi les meilleurs défenseurs. Offensivement, on voit aussi des choses. Hein. Il a progressé. Il a progressé. Il a progressé sur plein de trucs. Il est capable de scorer, de se créer un peu son tir maintenant. Il a des moves. Moi aussi, je pense qu'on n'a peut-être pas encore tout vu, mais sur ce qu'on a vu là, c'est-à-dire un scoreur plutôt très correct, mais c'est un joueur qui est avant tout un énorme atout défensif, avec encore une zone un peu inexplorée. Donc peut-être que si on la refait dans 4 ans, dans 3-4 ans, et que Mobley a déverrouillé parce que, je sais pas, il n'y a plus Donovan Mitchell, parce qu'il n'y a plus autre chose, et que les Cavs se sont dit, le projet c'est Mobley, maintenant tu vas être le numéro 1. Peut-être qu'on verra un tout autre joueur et que ce sera différent. Mais pour l'instant, moi aussi, je le mets en numéro 2. Je ne sais pas, moi, si c'est la présence de Donovan Mitchell ou si c'est juste une histoire de poste aussi, tu vois. C'est plus naturel de faire passer le jeu par un arrière. Maintenant, Kenny Atkinson, il a commencé à faire passer de plus en plus le jeu par Evan Mobley pour qu'il devienne cette espèce de... On appelle ça les hubs en attaque, autant en attaque qu'en défense. S'il peut devenir ça en continuant à mettre dedans à mi-distance, à mettre dedans à 3 points... Evan Mobley a le potentiel pour aller plus haut. Je trouve que moi, je suis certain qu'on verra de plus en plus de Evan Mobley. Ça, c'est sûr que Evan Mobley, la progression, elle est en cours. Les stats sont pas aussi marquantes. Il passe de 15,7 à 18,5 points, mais vraiment dans l'impression visuelle, il y avait quelque chose. Il n'a pas fait des mauvais playoffs non plus. Il avait été pris en 3, d'ailleurs, Evan Mobley. J'ai dit, et nous, on le prend en 2. C'est pas une énorme, c'est pas un énorme changement. Mais pour l'instant, on n'est pas sur de gros changements, mais je suis sûr que ça va arriver sur le choix numéro 3. Allez, à toi le choix numéro 3, surtout qu'à mon avis, on n'aura pas le même. Ah ouais, tu penses? Ouais. Moi, j'ai pris un joueur qui a été drafté hors loterie. c'est pour ça que tu as pris Alperen Sengun. J'ai pris Alperen Sengun, j'ai pris Alperen Sengun. 16e choix de la draft, Alperen Sengun. Alperen Sengun, lui non plus, on n'a pas encore tout vu, mais ce qu'on a vu aussi sur la saison dernière avec Houston qui a fait une super belle saison, Sengun qui est devenu un All-Star,
qui a amélioré plein de choses. Bon, en attaque, c'était déjà très prometteur. Hein. Il y a beaucoup de touchés. Il y a un peu ce moule Jokic qui est une trop grosse pression à assumer, mais qui est déjà qui est réel. Il y a quelque chose un peu de cet ordre-là, avec une belle qualité de passe, du toucher, plein de choses qui font qu'il est ultra précieux pour ses coéquipiers. Il a pas encore 23 ans en plus, donc il y a beaucoup de. Là aussi, il y a un plancher important. Il y a des progrès à faire en défense. Il vient de les avoir il y a quelques jours, mais effectivement. Il a eu 23 ans. Ouais. Udoka me rappelait qu'il a besoin de s'endurcir, que c'est un pivot à l'européenne et machin, mais je pense lui aussi va encore beaucoup progresser. Et sur ce qu'on a vu, c'est très très fort, c'est agréable à voir jouer. Donc il y a aussi cette notion-là que j'ai inclus, qui était peut-être pas. Qui est pas pertinente pour ce classement-là, mais moi je prendrais Şengün parce que lui aussi on l'a pas encore totalement vu dans un rôle où il peut être numéro 1 parce qu'il y a beaucoup d'armes et d'atouts dans cette équipe des Rockets. Mais je le prendrais quand même en 3 pour ce qu'on a vu et pour le potentiel qui est assez magnifique aussi. Et c'est un énorme bond, hein, parce qu'il était 16e, il avait été pris en 16e position. Je l'avais mis en 3 à un moment, puis je l'ai passé en 4. Moi j'ai pris Franz Wagner devant. Mais c'est presque une affection personnelle pour Franz Wagner. Je trouve que Franz Wagner est très fort. En fait, si je suis cohérent avec mon discours, je dis souvent qu'aujourd'hui, il n'y a pas encore une énorme différence entre Banchero et Franz Wagner. Je le pense sincèrement. Banchero a plus de potentiel, mais aujourd'hui, pour moi, la ligne, elle est assez fine entre les deux. Et elle l'est d'ailleurs statistiquement, elle est sur le terrain, elle est dans les stats avancées, c'est même en faveur de Wagner. Donc moi, en fait, sur tout ça, par cohérence, je prends Wagner devant Şengün. Mais voilà, je reconnais qu'il y a une part ouais, c'est un goût personnel, quoi. C'est juste que Franz Wagner, je pense que c'est un joueur que j'aime beaucoup. Je pense que c'est un joueur qui est même encore un peu sous-coté, qui par contre doit vraiment progresser en termes d'adresse extérieure, gagner en stabilité, en régularité sur l'adresse extérieure. Sinon, ça va poser problème. En tout cas, ça posera problème à Orlando. Ça posera problème à Orlando s'il n'y a pas un gros changement de décor autour. Voilà sur Franz Wagner. Après, c'est vrai que si je suis très honnête, si maintenant je m'écarte un peu de de mon goût pour Franz Wagner, sur le poste, en fait, c'est même pas tant sur le talent parce que je pense pas que Wagner soit bien en dessous de Şengün sur ce qui a été montré. Au contraire, je dirais que c'est très similaire. Par contre, quand tu draftes, il y a le potentiel, il y a le talent, il y a aussi les dimensions physiques. Et le fait que Şengün soit un pivot, un très fort pivot, j'aurais peut-être pu pencher pour Şengün si j'avais été GM, histoire d'avoir un très fort pivot qui a montré des choses. Mais je prends quand même Wagner devant moi. Wagner qui avait été pris en 7, si je ne dis pas de bêtises. En 8 par Orlando. Wagner, ouais. Donc voilà, on est quand même sur 2 joueurs. En tout cas, ton 4, est-ce que ton 4 est Wagner ? Mon 4 est Wagner, ouais. Donc voilà, on est sur. Je vais te laisser parler sur Franz Wagner, mais juste. Donc Wagner qui est 8, Şengün 16, on a quand même 2 sacrés bons sur cette draft. Ouais, non, mais je trouve pas du tout ça scandaleux de prendre Wagner. J'y réfléchis un peu. Tu te doutes bien que c'est un joueur que j'aime beaucoup. En plus, il joue au Magic, il a montré plein de choses. Le fait qu'il était blessé l'année dernière, quasiment en même temps que Banchero, ça a été un énorme désavantage pour le Magic. Pour moi, voilà, c'est un joueur de calibre All-Star. Peut-être un joueur de calibre NBA, faudra voir, parce que quand il joue avec l'Allemagne, il a cette tronche de superstar, un peu, tu vois. Quand il jouait aussi seul au Magic, pardon, je te coupe. Et quand seul il n'y au avait pas Magic, Banchero, extraordinaire. je suis d'accord avec toi. Donc il y a ces scénarios, encore une fois, on en revient au contexte, et il y a ce contexte-là qui peut exister à un moment, si les deux se séparent, ou si, comme je le préférais, ils restent ensemble à la manière de Tatum et Brown à Boston. Mais oui, ça s'entend très bien de le mettre là. Moi, je l'avais mis juste en dessous, tu vois. Donc, dans tous les cas, moi, c'est un joueur que je voyais pas aussi beau en arrivant en NBA, tu vois. J'avais suivi un peu avec Michigan, je le voyais pas aussi fort, aussi complet. Et je suis persuadé que le tir à 3 points, ça va progresser, ça va augmenter. Bon, là, il a 32%, il peut largement se rapprocher de dépasser les 35, et ça peut faire la différence pour Orlando, qui en plus a besoin d'adresse extérieure. Ça serait bien que ça vienne de l'une des stars, et si ça peut être Wagner, c'est cool. Mais oui, moi, je l'avais juste en dessous, hein, c'est un joueur que j'adore. C'est à moi pour le prochain, pour le 5, et c'est sincèrement... Là c'est peut-être presque le truc le plus dur. Il y en a 2. Il y en a vraiment 2 que je trouve assez similaires. Je vais quand même aller sur celui que tu n'as pas choisi, à mon avis. Je te connais. Moi, j'ai pris Scottie Barnes. Savais que tu aurais pris Scottie Barnes. J'ai pris Scottie Barnes, mais c'est difficile. Je prends Scottie Barnes. J'ai l'impression que là, on est sur le potentiel, à la limite. Parce que et encore non, quoique.
Je dirais qu'il a montré plus de choses sur la globalité parce qu'il a été plus souvent présent et il a été fort plus ou moins tout de suite. Il est rookie de l'année. Donc, par rapport à l'autre personne, allez, je spoil. Toi, ton choix, c'est Jalen Johnson. T'es sûr de toi? Oui, si. Oui, j'ai voulu faire le mystère, mais. Donc, sur ce qui a été montré, Scottie Barnes, il a montré plus. Il a été plus souvent présent et il a été fort tout de suite. Il a été à un moment ralenti dans sa progression. Il est quand même All-Star en 2024. Et l'an dernier, c'est pas décevant. C'est juste qu'il est resté au niveau là où on espérait et encore, il baisse même un peu en termes d'adresse. Là, je les ai sous les yeux. Mais je trouve que Scottie Barnes a montré un peu plus. Et sur le potentiel, c'est dur parce qu'en plus j'aime beaucoup moi personnellement Jalen Johnson, mais j'ai l'impression que Scottie Barnes a peut-être un léger cap de plus par rapport à Jalen Johnson. Et l'avantage qu'il a aussi surtout sur le présent, c'est qu'il est plus fiable physiquement, quoi. Ouais, Jalen Johnson, là je le prends avec le risque que toute sa carrière il joue que 40-50 matchs par saison parce que il a des pépins physiques, mais à nouveau, sur ce que j'ai vu et le potentiel que j'entrevois en NBA, moi je prendrais Jalen Johnson. Et Scottie Barnes est désavantagé à mes yeux par les Raptors, que je trouve fade au possible malheureusement depuis cette super saison qu'il a faite. C'est un joueur ultra polyvalent qui a plein de qualités. Je sais pas, c'est vraiment là, c'est presque de la subjectivité parce que sur ce qu'il a fait, sur plein de choses, c'est un All-Star aussi. La logique devrait presque pousser à mettre Scottie Barnes. Moi c'est parce que je suis très haut sur Jalen Johnson, je pense. Je suis très haut et je mets un peu de côté les blessures qui sont pourtant un facteur important. Enfin, la fiabilité, c'est un énorme facteur en NBA. Bon. Pour l'instant, je vais me dire qu'il n'y a eu que 4 saisons et que il va finalement arrêter de se blesser et être prêt pour aider les Hawks à franchir des paliers. Donc ouais, moi je prendrais Jalen Johnson en comprenant que Barnes est peut-être le choix qui aurait été le plus fait par tout le monde dans une redraft. Jalen Johnson, en fait, il y a un peu le fait que là, Jalen Johnson, par exemple, si on le prend devant Barnes, qui me choque pas, comme je t'ai dit, moi aussi, j'ai beaucoup hésité, j'aime bien Johnson. Il y a un peu la dynamique de sa demi-saison, là où Barnes était moins visible et Johnson était très visible et ça donne l'impression que la dynamique est en faveur de Johnson. Je pense quand même que dans l'ensemble, Barnes, il est un des 4 All-Stars de cette QV pour l'instant. Ouais. Mais effectivement, sur la tendance, les tendances actuelles, Johnson est peut-être devant. On verra ce que ça va donner cette saison, notamment entre les deux. Johnson qui a été drafté en 20. En 20, ouais. Barnes en 4 et Johnson en 20. Très belle pioche. T'as remarqué, moi je draft que des mecs hors loterie. J'aime les outsiders. Moi. Ouais, mais c'est fort de la part d'Atlanta d'être allé chercher ça en 20. Alors, du coup, on a donné nos 5 et 6. Et là, on rentre dans une zone où il y a beaucoup de bons joueurs. C'est une bonne draft, c'est une belle draft, mais où c'est difficile. Donc attends, donc là c'est le numéro 7. Alors je peux redonner. On avait Cade Cunningham 1-1, Evan Mobley 2-2. En 3, tu avais Şengün, moi j'avais Franz Wagner. Ouais. En 4, tu avais Wagner, moi j'avais Şengün. En 5, tu avais Jalen Johnson, moi j'avais Scottie Barnes. En 6, tu avais Scottie Barnes et moi j'avais Jalen Johnson. Okay, donc là on est au 7. Le 7e choix qui, dans la vraie draft, était Jonathan Kuminga. Ouais, mais là ce sera pas Kuminga pour moi. Pour moi non plus. C'est très dur. Mais là j'avais mis 2 noms en fait, c'est ça le problème. Donc il faut que je me décide en instantané. Et je te dis, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6 noms. Ah ouais, ok. Pour moi, ils sont tous plus ou moins dans la même. Ouais, non mais il y a plein de joueurs. Allez, je vais. Là, on peut faire au potentiel si tu veux. On peut imaginer un peu au potentiel. Je sais pas si je vais drafter au potentiel, tu vois. Ok, alors vas-y. Là sur le coup, je vais prendre. Vu que je vais respecter ma thématique des outsiders. Je vais respecter ma thématique des outsiders. On aura peut-être le même. Vas-y, pardon. Je vais prendre un joueur qui a même pas été drafté. Ah ok. Mais j'ai pas mis les mecs non draftés. J'ai pas pensé ça. Ouais, je vais prendre Austin Reeves. Ah ouais, alors attends, Austin Reeves est dans cette QV, hop, ça change quelque chose. Ah oui, mais Austin Reeves. Je sais pas si ça change de ton côté. Pour principe de redraft, t'as raison, on devrait prendre les mecs qui n'ont pas été draftés non plus. Parce qu'il s'est présenté, il a été rattrapé. À cette draft. Ok, oui, moi aussi je prends Austin Reeves. Alors. Ouais, tu le prends devant tous les autres noms que t'avais, d'accord. Bon. Oui. Assez easy d'ailleurs. Je l'avais oublié, Austin Reeves. Donc c'est pas le plus gros talent du lot avec les joueurs dont on va parler après et qui ont été pris très très haut aussi, forcément plus haut que lui. Il y a des joueurs plus talentueux avec un talent brut plus élevé, mais pareil, il y a quand même depuis qu'il est là, il y a une progression constante, il y a quand même une fiabilité, il y a
il s'excuse pas d'être là. Il joue dans une équipe hyper médiatisée avec des joueurs ultra médiatisés aussi et pour lesquels, quand tu joues avec eux, il y a une énorme pression. Hein, LeBron, Luka. Et je trouve que là, en plus, il sort de sa meilleure saison. Hein. Il est à 20 points en carrière, quasiment 20 points sur la saison, 6 passes par match. Offensivement, je le trouve très très complet. Il y a le shoot, il y a du playmaking, il y a de la combativité. C'est pas le meilleur défenseur, mais c'est pas non plus un poids mort en défense. Et il peut encore, je pense qu'il peut encore être meilleur en plus. Tu vois, on n'a pas encore totalement tout vu, tout vu d'Austin Reeves. Je pense que je le prendrais. C'est à nouveau avec les joueurs qui viennent après. Peut-être que certains vont dire, mais en talent, c'est pas comparable, mais je prends Austin Reeves. Ouais, moi aussi. Sur le potentiel, je l'aurais pas pris devant certains gars qui sont derrière. Parce qu'Austin Reeves, il a déjà 27 ans. Je veux dire, à un moment là, il est déjà dans son prime, en fait, Austin Reeves. On s'en rend pas compte, ça fait pas longtemps qu'il est là, mais il a un certain âge et son prime sera. Et je serais pas si étonné si Austin Reeves, dans 3 ans, au final, ça devient plus un 6e homme qu'un titulaire, mais un très bon 6e homme, expérimenté, capable de faire plein de choses. Mais les mecs qui percent sur le tard, tu vois, c'est moi, dans tous les sports, en fait. J'aime bien. Dans le foot, j'adore ce truc-là, les mecs qui n'ont pas été repérés tout de suite. Donc là, Reeves, lui, il n'a pas été drafté. Il vient pas d'une grosse fac. Tu sais, le coup, en foot, ça parlera à certains pour Drogba, par exemple, qui perce à 24 ans. Olivier Giroud, enfin, c'est des mecs, jusqu'à 40 piges, ils jouaient, ils étaient très bons. Giroud joue encore au foot à 39 ans et il a marqué un but en Ligue 1 la semaine dernière. Donc voilà, et Drogba, j'en parle pas, c'est encore un niveau au-dessus. Reeves, je dis pas que ce sera un joueur équivalent en termes de renommée, d'accomplissement que les deux que j'ai cités, mais les mecs, les late bloomers, j'aime bien. Et c'est fiable, les late bloomers. C'est-à-dire qu'ils peuvent encore te surprendre et en même temps, ils sont fiables. Ils vont pas, j'imagine pas Reeves régresser maintenant qu'il est à ce niveau-là. Tu vois. Alors que les autres, même sur ceux que j'ai déjà cités, hein, même un Jalen Johnson ou quoi, il y a toujours ce risque de, tu vois, comme Barnes qui a stagné un peu, je trouve, et c'est ce qui m'a aussi un peu. Et c'est pas que de sa faute, il y a les Raptors et tout ce qui se passe autour. Hein, voilà. Donc je prends, moi, c'est Reeves. Très bien vu, très bel argumentaire. Je te rejoins, je prends Reeves aussi. Du coup, c'est moi qui me retrouve avec la patate chaude. Alors, 7 Reeves et 8, 8, je vais aller un peu sur le potentiel. Ouais. Je vais prendre un mec drafté en 17. Ah, tiens. Je vais choisir Trey Murphy. Ouh, ah ouais. Mais sans énorme conviction. J'adore Murphy, mais. Ça va être dur de défendre mon choix. C'est ça qui est marrant de le faire en live. Ouais, sachant qu'en fait, dans ma liste, j'avais mis quand même 1, 2, 3, 4 gars devant lui sur les 6 noms que j'avais notés. Oui, mais après, sur l'instant. 6 noms dans le même, pour moi, qui était le même range. 6 noms et il était 5e sur les 6 et au final, je le prends devant les autres. Allez, je vais rester sur le potentiel. Pourquoi Murphy ? Parce qu'il est long, parce qu'il est adroit, parce qu'il a un profil très moderne, parce qu'il a le côté scoreur. Je crois que j'en avais parlé une fois avec Théo dans un CQFR. Par contre, Murphy, c'est l'année où soit on va voir qu'il y a un cap qui est passé et effectivement il est un All-Star, soit à un moment, en fait, tu es un role-player. Tu es un role-player de complément. Et en vérité, si je suis très honnête avec toi, je pense que Trey Murphy il est plus amené à être un excellent role-player. Un mec qui est 4e, 3e option, 4e option capable d'être une 3e option d'une équipe très forte. Et là, par contre, tu as un joueur qui est aucune comparaison dans le profil avec Aaron Gordon. Dans le rôle, mec qui peut peut-être être la pièce manquante d'une équipe, exactement. Par contre, il faut aussi rester en bonne santé du côté de Trey Murphy. C'est quand même un gars qui a joué 57 et 53 matchs sur les 2 dernières saisons. Voilà, donc c'est au potentiel, sur le potentiel physique et le potentiel moderne et le potentiel de scoring, c'est sur ça que je vais prendre Murphy devant des mecs qui peuvent être perçus comme meilleurs que lui, que j'ai moi-même perçu comme meilleurs que lui peut-être aujourd'hui. Donc moi, Murphy en 8. J'aime beaucoup Murphy aussi. Je l'ai pris un tout petit peu plus bas, tu verras. Mais je le trouve... Enfin, j'adore. Et je me demande malheureusement pour les Pelicans s'il n'est pas un peu... S'il n'a pas besoin d'un changement de décor. Ailleurs, je pense qu'il sera méchamment fort. Je ne sais pas si tu te rappelles, en début de saison, j'avais dit, Murphy, c'est le genre de mec qui peut foutre 50 points sur un match tellement... quand il est chaud, il est capable de se créer son propre tir, il est extrêmement adroit. Il est pas très loin des 40% à 3 points, je crois, sur la saison. C'est un mec en carrière, pardon. En carrière, il a 38, ouais. Pour moi, avec beaucoup de tentatives, donc vraiment un 38 très solide. Moi, c'est un shooter élite pour moi. Trey Murphy, shooter élite, et en plus, c'est un super défenseur. Donc, c'est vrai peut-être qu'on le verra plus dans ce rôle de pièce manquante d'un puzzle ailleurs qu'aux Pelicans, ce qui est triste parce que ça marche pour tout aux Pelicans. On se dit, ils ont des pièces comme ça individuellement. Tu vois, un autre de cette classe de draft dont on parlera après, Herb Jones par exemple. Tu vois, c'est des mecs. Peut-être qu'ailleurs ils seraient fantastiques et on parlerait que d'eux. Ah, c'était le joueur qui manquait.
Et malheureusement, aux Pelicans, c'est peut-être un peu limitant pour tous les problèmes qu'il y a là-bas. Mais alors moi, je l'ai pas là, mais il est un petit peu plus bas quand même. Et je comprends ton choix, tu vois. Alors, vas-y, qui tu as pris en 8? En 8, j'ai pris Josh Giddey. Ouais. J'ai pris Josh Giddey qui avait été pris en 6e en position. On sixième peut te rappeler les position. joueurs. Trey Murphy avait été pris en 17 du coup pour rappeler le truc. Ouais. Et Josh Giddey en 6. J'ai toujours beaucoup aimé ce joueur. Déjà à Chicago, à OKC, je l'aimais bien. J'ai compris rapidement que ce serait sans doute le joueur qui devrait partir. À Chicago aussi, là je reparle tout le temps de cette petite période de fin de saison où je les ai trouvés très bons. Il était excellent, il était adroit, il était très bon dans le playmaking. Il a un profil un peu unique, je trouve, tu vois, multidimensionnel en attaque, pas catastrophique non plus en défense. Hein. Il y a toujours, je reviens à ce côté australien un peu combatif qu'on aime bien et qui peut encore développer un peu plus. S'il peut progresser un peu encore sur le shoot extérieur, il va aussi vieillir. Hein. C'est pas le plus vieux de la QV. Hein. Ça peut être pour moi un meneur titulaire de très très bon niveau en NBA, donc je le prendrai. Mais il y a aussi de l'affect dedans, je le trouve. J'aime bien le voir jouer en fait. Voilà. Je l'avais pris juste derrière, donc en 9. C'était mon premier nom des 6 noms. Donc c'était littéralement celui qu'au début j'avais en tout début. C'est marrant quand tu vas je viens de voir quand tu vas sur sa page Basketball Référence, c'est un mec qui chaque saison a joué officiellement à un poste différent. Officiellement, parce qu'évidemment les postes tels quels n'ont plus trop de valeur en NBA, ça marche plus vraiment comme ça. Mais sa première saison, il était officiellement small forward, donc il y avait 2 autres joueurs listés sur les postes 1 et 2. Ensuite, power forward lors de sa deuxième saison, puis shooting guard lors de la saison 2023-2024, et enfin point guard à Chicago l'an dernier, sa meilleure saison, parce que je pense que c'est son poste naturel, même s'il peut jouer aussi deuxième playmaker. Tu l'as dit, joueur très très complet. Tu lui ajoutes le shoot, c'est une superstar, je pense, ou une star, peut-être superstar, le mot est fort, mais avec un shoot en sortie de dribble, vraiment lui, il sait sur quoi il doit bosser parce que tout le reste il a, et c'est aussi un des mecs qui a les meilleurs pseudos, les meilleurs surnoms NBA. Imhotep Chalamet, Bouzard, il a plutôt des bons nicknames. Mais oui, Josh Giddey, je te rejoins sur tout ça. C'est quand même lui aussi, un peu oublié qui est quand même vraiment fort. Lui aussi, on le verra. Je pense qu'on verra encore plus son talent quand il sera mieux entouré, tu vois. C'est vrai. Ça se joue peut-être à un joueur près, un camarade près, mais je pense qu'on le verra encore mieux. Parce que à OKC, il était bien entouré, mais c'était un jeune noyau, c'était plus compliqué. Là, tu le mets entouré d'autres très bons joueurs. Je pense que on le verra encore plus. Tu vois. Et drafté en 6 à l'époque par OKC, Josh Giddey. Et avec le recul, là, à t'écouter et tout, je me dis, ouais, quand même, c'est Josh Giddey. Peut-être j'aurais dû le mettre devant. Je suis assez d'accord. C'est pas grave, Trey Murphy, c'est un bon choix aussi, t'inquiète. Du coup, Josh Giddey, c'était mon 9, mais toi, qui était ton 9 ? Alors moi, j'ai quand même, je voulais pas le faire glisser plus que ça, quand même, ne pas le condamner sur une campagne de playoff notamment, qui a beaucoup desservi. Il a été tradé à l'intersaison. J'ai pris celui qui avait été drafté en 2e position dans cette draft, c'est-à-dire Jalen, aujourd'hui joueur des Suns. Voilà. Ça peut sembler bas. Je pense qu'il est encore assez haut dans l'esprit de certains. Je suis pas sûr que beaucoup de monde le mette numéro 2, sa place originelle. Mais il y a quand même des choses. Tu vois, c'est pas un joueur qui me fait décoller au plafond, mais avec les Rockets, là aussi, il y a eu des périodes où il y a eu des moments où tu te dis, il est quand même surdoué offensivement, il est capable de faire des trucs au scoring qui reste une des composantes, si ce n'est la composante majeure en NBA. Tu vois, le scoring, c'est aussi ça qui fait les stars. Et je pense que c'est une année aussi un peu cruciale pour lui, voir comment il se débrouille ailleurs dans un autre contexte, à Phoenix. Il y a des flashs de trucs très 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 forts et d'autres où tu te dis il n'y arrivera pas parce qu'il est un peu borné sur le type de tir qu'il va prendre. Au niveau mentalité, lui il se voit très très haut, il se voit comme l'un des meilleurs joueurs de la ligue ou l'un des futurs meilleurs joueurs de la ligue et il est peut-être pas à ce niveau-là encore, mais il y a plein de choses dans le jeu. C'est un joueur spectaculaire, explosif. Il y a le potentiel de star. Tu vois, il dégage parfois des choses, quelque chose de l'ordre de la star. Mais il manque encore des trucs. Et on va voir dans un autre contexte, ça m'intrigue beaucoup, ce trade pour lui. Ouais, moi je l'avais juste derrière en 10. À chaque fois, c'est marrant, maintenant nos picks se suivent. Moi aussi, je voulais quand même qu'il reste dans le top 10, Jalen Green. C'était mon autre nom derrière Josh Giddey. Donc en fait, je l'avais même en 9 si je suivais l'ordre des noms que j'avais mis. Tu l'as dit, c'est pas le plus régulier, mais c'est quand même un mec qui sur la dernière saison a été
ou même sur les 3 dernières saisons, est constamment autour des 20 points. C'est pas le plus régulier en termes d'adresse, mais il trouve quand même un moyen de mettre ses points soir après soir. Oui, il est passé à côté de sa campagne de playoff. Il a 22 ans, c'était sa première campagne de playoff. Je pense aussi qu'il a... En fait, en termes de talent offensif, il est plus haut dans cette liste. C'est plus en termes de produits finis où aujourd'hui c'est plus compliqué, ce qui est souvent le cas pour les joueurs passés par la J-League d'ailleurs. Et moi aussi, comme toi, assez intrigué de le voir à Phoenix. Même si je pense qu'en fait, Jalen Green, j'ai peur qu'on n'ait jamais un joueur qui pèse énormément sur la gagne. Par contre, on aura peut-être un scoreur de plus en plus abouti. Je pense, je vais faire une comparaison, encore une fois, c'est pas tant sur le. Faut comprendre que les comparaisons, c'est pas toujours dire que machin est le même joueur que machin. T'es pas obligé. Comparaison, c'est pas un signe égal en fait. Comparaison, c'est justement l'idée de comparer. Tu vois, Zach LaVine est devenu un jour un scoreur ultra complet, sans vraiment impacter la gagne de son équipe, sans vraiment faire décoller ses équipes. Par contre, Zach LaVine, il est arrivé, c'était un talent super brut. Il y avait rien de tout ce qu'on voit aujourd'hui, et certainement pas le shoot. Il a ajouté à chaque fois. Tu sens que Zach LaVine, il a fait énormément de travail individuel, en fait. Sans forcément capter tout le reste, mais le travail individuel, il l'a fait. Jalen Green, je me dis qu'il y aura peut-être la même chose. Un mec qui, à un moment, sera capable de scorer de tout plein de manières différentes, en allant au drive, sur step back, en spot-up, en sortie de dribble, sortie d'écran. Peut-être qu'un jour, il maîtrisera tout ça et ce sera un énorme scoreur, mais j'ai du mal à me dire qu'un jour, il va vraiment impacter la gagne pour son équipe. C'est pas une mauvaise comparaison. LaVine a le côté athlète explosif, extraordinaire en arrivant. Il y a quelque chose de cet ordre-là aussi. Mais ouais, je suis d'accord avec ce que tu as dit. Avec qui serait ton 10 ? Mon 10, c'était très... On va aller jusqu'à 15. Ouais, c'était très Murphy, mon 10. Ok, donc il y avait Trey Murphy. Donc 11. 11, est-ce que je joue la sécurité ? Il me reste 3 noms dans ces trucs. Un pari. Attends. Je regarde où il a été drafté. Est-ce que je tente un pari ? Il a déjà 25 piges. J'avoue que je sais absolument pas à qui tu penses là. Un mec qui a été drafté en 25. J'hésite. C'est le 3e nom de mes 3 noms qui restent là. 25. Ah, c'est Grimes en 25. Ouais, c'est Grimes, mais non, mais c'est dur. En fait, je peux te dire les 3 noms. Il y a Cam Thomas, il y a Jalen Suggs et il y a Quentin Grimes. Et je les ai notés dans cet ordre-là. Mais c'est des joueurs tellement différents. Moi, si tu veux, je me mouille le temps que tu réfléchisses. Je vais dire Suggs. Allez, je vais dire Jalen Suggs. Bien sûr, je te connais. T'as vu comment je devine tes pics. J'avoue, c'est assez bluffant. Suggs, alors oui, on va dire que c'est parce que c'est Orlando. Oui, ça joue forcément. Je le trouve extraordinaire en défense. Je trouve que il m'a beaucoup surpris par rapport au joueur qu'il était à la fac, où c'était quand même l'option offensive numéro 1 à Gonzaga. Un joueur clutch qui avait beaucoup le ballon dans les mains. Sa capacité d'adaptation au NBA, malgré les blessures qui sont un problème aussi. Moi, j'ai quand même une tendance à prendre des joueurs qui aiment bien se blesser. Je le trouve excellent. Ça va être pour moi un all defensive player toute sa carrière si les choses se passent bien. Et c'est pas du tout un peintre en attaque. Je pense qu'il a aussi les capacités pour être un meneur de jeu fiable et solide pendant pas mal d'années. Donc, sur ces aspects-là, je pense que c'est un joueur qui est prêt tout de suite. C'est-à-dire que si Orlando passe encore un cap, comme je l'espère et comme beaucoup de gens le pensent cette saison, je pense que Suggs sera aussi dans pas responsable, mais participera à tout ça. Et bon, il y a des progrès qui doivent être faits au shoot, comme beaucoup de joueurs dont on a parlé ici. Il doit progresser là-dessus, mais il compense par plein de trucs, la vitesse. Il est aussi un slasher quand il faut, et tout ce que j'ai dit sur la défense et un peu de playmaking. Je trouve il est très complet. C'est un joueur qui... J'aime bien les joueurs comme ça qui me semblent fiables, solides, sur lesquels tu peux compter, et Suggs fait partie de ceux-là. Ce sera pas une superstar, tu vois, mais tu peux compter sur lui. Je suis très sincèrement dans la zone où j'ai pas d'avis. C'est très dur. On nous demande, en fait, on est forcé à avoir tout le temps un avis. Je suis très honnêtement dans la zone où j'ai pas d'avis. J'ai l'impression que Suggs peut effectivement devenir un joueur plus consistant. Tu vois, Grimes, mine de rien, il y a une année, quoi. C'est la saison dernière. On avait déjà vu des petites choses, tu vois, à New York, il y a des passages, tu vois. Mais la saison dernière, et ses stats à Philly sont... Il a 21 points de moyenne avec Philly, tu vois. Mais c'est une équipe des Sixers absolument terrifiante. Ça me laisse penser quand même qu'on a un joueur solide avec Grimes, qu'on a un joueur vraiment qui peut être un joueur de complément, pas une star, hein. Un joueur de complément
complément très fort, genre voilà, un titulaire dans cette ligue qui va Je défendre, mettre des points. pense qu'il sera bon partout. Hein. Je pense qu'il sera Ouais, bon ouais. partout. En fait. Mais Suggs est peut-être plus consistant. Je vais quand même prendre Grimes. Je vais rester sur Grimes. Je vais prendre mon pari Grimes, donc drafté en 25. Mon pari, c'est de dire Quentin Grimes, ça va être un titulaire qui peut peser dans une équipe qui gagne, justement, pour faire la petite continuité avec Jalen Green, où je dis que c'est l'inverse. On est sur un mec moins fort, mais très adroit, qui peut des fois dépasser son rôle. Qui va dépendre de l'équipe. Ça va dépendre de l'équipe dans laquelle il est. Si dans un contexte faiblard comme à Philadelphie, ça peut être le meilleur score de l'équipe sans aucun problème. On l'a vu sur la trentaine de matchs qu'il a fait avec les Sixers là. Et à côté de ça, je pense que même que ce soit à Dallas ou à New York, c'est un joueur qui défend bien, c'est un bon scoreur et capable de faire des cartons offensifs. Ça peut être un super role player aussi s'il tombe au bon endroit. Tu vois. Les Sixers ont quand même du talent. Je tiens à dire, surtout si Grimes reste. Après, ça va dépendre vraiment si Embiid est en bonne santé. Mais Grimes, c'est le complément parfait de Maxey et de Embiid. C'est normal, il est un peu dans le moule que peut avoir Paul George. Alors, Paul George a évidemment 10 classes au-dessus s'il est en forme. Mais il y a du talent et de la... Il y a du talent, mais il n'y a pas assez de genoux en bon état. Voilà, c'est ça. Il y a des corps trop fatigués. Ouais. Mais allez, moi, je reste devant Grimes et j'aurais pris Suggs juste derrière. Et du coup, toi, derrière Suggs, qui tu prends? Plutôt Cam Thomas, plutôt Quentin Grimes? Suggs a été drafté en 5. Ouais. Et Grimes qui sortait de Houston, c'était en 25. Ouais, c'est ça, 25, ouais. Je prends Grimes aussi, j'aime bien. Je l'aimais déjà bien à la fac, Grimes, et je le prends pour les raisons qu'on a évoquées là. Je pense que son statut, ce qu'il peut atteindre n'est pas encore bien défini, mais en fonction du contexte, je pense que ça peut être un super joueur aussi. Donc là, on est sur le 12 là. C'est ça l'ironie, je sais plus. Je pense qu'on est sur le 12. Mais... De toute façon, il me reste 4 noms dans ma liste, donc au pire des cas... Non, il m'en reste 5, pardon. Je pouvais aller jusqu'à 17 du coup. Sur 12, c'est à qui de commencer en 12? C'est à moi? Ou c'est à toi? Vas-y, je vais prendre Cam Thomas quand même. Je vais prendre Cam Thomas. Sur le talent, là. Sur le talent, il y a des joueurs que je préfère derrière. Si vraiment j'avais voulu être ultra bold, je serais allé chercher Aaron Wiggins, qui a été drafté en 58. Mais je vais quand même prendre Cam Thomas, très gros scoreur, trop gros scoreur pour être oublié à ce stade. Je pense aussi, mais j'hésitais avec plusieurs joueurs aussi à cet endroit-là. Tu vois, s'il y a d'autres noms qu'on peut citer maintenant, mais tu vois, un mec comme Herb Jones, Defensive Team, super genre Santi Aldama, j'aime beaucoup aussi. Wiggins, j'aime bien, mais je le vois pas être individuellement. Bon, c'est un super shooter, ce sera jamais une star, tu vois. Mais Wiggins, pour moi, c'est un mec, tu le mets dans un projet. À Utah, il est à 25 points par match. Non, pas à 25. Il est à 22 points par match. Il sait se créer son tir. C'est un gros scoreur, quoi. C'est juste qu'il n'a pas besoin de le montrer. Et puis après, il y a la question. Il y a la question de Jonathan Kuminga aussi après, tu vois. J'ai oublié de le noter. J'ai sincèrement oublié de noter Jonathan Kuminga. Moi, je l'ai mis dans cette fenêtre-là, mais c'est dur. Pour moi, il serait aussi dans cette fenêtre. Est-ce que je l'aurais pris devant Cam Thomas? Je sais pas, c'est des qualités différentes. Lui, c'est le. Peut-être. On n'a pas tout vu de Kuminga non plus. On n'a pas tout vu non plus. Cam Thomas, on n'a peut-être pas tout vu non plus, hein, mais moi, pour le fun, je prendrais Cam Thomas aussi parce que j'aime beaucoup le voir prendre feu offensivement. Et là, j'ai envie de le voir sur une saison où il doit prouver des trucs. Ça peut être une expérience assez marrante. Donc, je pense que je prends Thomas et peut-être juste derrière Kuminga. Ouais, moi aussi. Kuminga, j'ai oublié de le noter, mais je pense quand même qu'on n'a pas tout vu de Kuminga. Il y a... pareil, je disais, il est à 22. Je parlais de Wiggins. Je fais un pari. Wiggins, je pense, pourrait mettre 20 points par match dans une équipe faible. Il était à 12 points par match au Thunder. On ne se rend pas compte. Ouais. Après, il jouait contre des remplaçants tout le temps. Dans une équipe faible, mais Kuminga aussi serait à 22 points par match dans une équipe faible. Ouais, je prends Kuminga aussi derrière. Je pense quand même que Kuminga... En tout cas, Aaron Wiggins... Il y a du talent, Kuminga. Aaron Wiggins drafté en 55e position, donc super pioche à l'époque. Et Kuminga donc en 7. Et Herb Jones drafté... Herb Jones 35. 35, ouais. Parce que Herb Jones, je pense qu'il est pas loin derrière. Ou j'aurais peut-être pris Santi Aldama aussi. Mais quand c'est vraiment très spécifique, très role player, c'est un défenseur fantastique, Herb Jones. Trop dur. Mais ouais. Et Aldama... pareil, j'aime bien. Et je le prendrais peut-être un cran derrière. Je le vois moins exploser. Il est très fiable aussi. S'il est dans une équipe qui est compétitive, t'es super content de l'avoir sur le banc. Mais je le mets peut-être un cran derrière sur le potentiel.
Donc on serait sur Thomas, Kuminga, Jones, Aldama Ouais. et Wiggins ou Davion Mitchell. Moi Wiggins, mais Ah, j'aime bien Davion Mitchell, moi. J'aime bien Davion Mitchell. Et là, donc là, il est à Miami. qui a bien relancé sa carrière à Miami. Ouais. J'aime bien lui. Avec ce qu'on avait vu de lui à Sacramento, je sais pas, je pense que ouais, je prendrais Davion Mitchell juste parce que je le préfère des deux, mais Wiggins c'est très bon. Il s'est vraiment mis en avant à Miami. Sur son passage à Miami en 30 matchs, il est à 10 points, 5 passes de moyenne, 50% au tir, 44% 3 points. Alors c'est vraiment un tout petit passage, hein, mais sur un tout petit passage. Et tu sais quoi, moi je change mes Kuminga devant Cam Thomas. Okay. Je fais le pari de penser que Kuminga a encore quelque chose en lui. Par contre, c'est fou, on a fait cette redraft, donc Kuminga, il est drafté 7 par les Warriors. Nous, on le prend 13 ou 14. Quand tu vois certaines personnes qui ont été disponibles entre 7 et 13 de ce qu'on a pris, tu te dis, ah ouais, même pas de ce qui aurait été même pas de ceux qui ont été, je te parle même pas de Sengun qui est pris en 16 ou Jalen Johnson en 20, juste parmi les joueurs qu'on a pris entre 7 et 13, il y avait des mecs qui auraient pu vraiment aider les Warriors. Parce qu'après, il y a des accidents, en fait, il y a des équipes qui ont des accidents. Tu vas avoir James Bouknight en 11, Josh Primo en 12, qui sont plus dans la ligue. Primo, il avait peut-être un contrat encore quand il était revenu de ses mésaventures, on va dire. Et il y a, après, dans ceux qu'on n'a pas cités qui étaient loterie, il y a Chris Duarte, Moses Moody, pas très loin, Corey Kispert, Zaire Williams aussi, qui est un bon Treman. Ouais, Treman en 18. Cette draft-là, et c'est ce que je me disais quand on a parlé de faire ça, il y a quand même des... Elle est pas mal, cette draft, tu vois. On n'a pas encore tout vu d'elle, et il y a des petits joueurs. Il y a Deuce McBride, on n'a pas cité McBride. McBride pris en 36, ouais. Lui, c'est pareil, pour l'instant, je pense qu'on ne peut pas le mettre vraiment dans la même catégorie que les joueurs qu'on a évoqués, mais c'est un bon petit joueur, oui, clairement. Il y a Joku Baitis, très bon joueur d'Euroleague. Il y a vraiment, très bon joueur d'Euroleague. Brandon Boston, qui va être un très bon joueur d'Euroleague cette saison. Et tu as remarqué que je n'ai pas imposé mon cousin géorgien, Sandro Mamoukelashvili en 54. Je n'ai pas voulu. C'est vraiment une draft profonde. Il y a même, tu sais, Nimias Keita. Il y a des joueurs comme ça qui seront peut-être jamais des stars, mais qui vont rester, qui sont partis pour Garouba pour les joueurs d'Euroleague aussi. Enfin, il y a du talent sur cette draft, c'est clair. Petite draft sympathique. Bon, on a un peu le 13 à 15, on l'a fait un peu à l'arrache, mais voilà, vous avez compris l'idée. N'hésitez pas à nous donner votre redraft en commentaire, ou à nous dire là où vous êtes d'accord ou pas d'accord, qui vous aurez pris à telle position. N'hésitez pas à commenter. Et Shai, moi, je te propose qu'on s'arrête là-dessus et qu'on se retrouve demain. Absolument. On se retrouve demain matin, avec plaisir. Impeccable. Bonne journée à tous. Ciao, ciao. Ciao.